mon défi, c'était d'apprendre à nager. Fait que j'écoutais des vidéos, des podcasts, des entraîneurs sur Instagram qui donnent des techniques à utiliser pour être moins épuisé quand on nage, moins être essoufflé, parce que j'avais vraiment un stress en natation. J'avais tout le temps l'impression que j'étais pour caler. Puis le plus grand de mon succès, c'est que en ce moment, à l'âge que je suis rendu, j'ai probablement l'âge de 120 ans d'accomplissement de travail. Puis comment j'ai réussi à faire ça, c'est que quand j'étais jeune, ben les gens disaient toujours « Ah, ben j'ai pas assez d'argent », mais quand tu travailles 30 heures par semaine, tu gagnes pour 30 heures semaine, même si tu es à salaire, parce que j'ai déjà travaillé chez Distribution Consommateur, puis je gagnais comme 3 $ de l'heure. Mais comment je faisais pour réussir à faire beaucoup plus d'argent que les autres, c'est qu'au lieu de faire 30 heures, au lieu de faire 40, mais j'en faisais 70, 80. Nous, au lieu d'envoyer l'eau en backwash à tous les jours dans le système d'aqueduc, mais des égouts pluviales puis tout ça, ben on prend notre eau puis elle est repassée dans un filtreur puis elle est renvoyée dans nos glissades, puis on roule notre eau à journée longue, puis on a notre propre usine à l'interne. J'étais nerveux. J'étais nerveux de te rencontrer aujourd'hui, je te jure, parce Pourtant, que... je suis accessible, là. T'es très accessible, t'es très humble aussi comme personne, de ce que j'ai pu voir. Mais je te considère comme un des piliers au Québec. C'est gentil. En immobilier. Il y a beaucoup de gens qui font de l'immobilier dans plusieurs sphères de l'immobilier, mais je pense définitivement que t'es un des piliers en voulant dire que t'as pas peur de parler de ton expérience aux gens, d'aider les jeunes. Bon, on dit la vérité, c'est ce que les gens apprécient beaucoup. Ouais. Puis le fait qu'on est franc, ben, on a beaucoup de couverture médiatique parce que les médias, malgré tout ce qu'on entend, ils aiment entendre les vraies choses. Ouais. Puis on est très sollicités. Ouais. Fait que je te remercie de nous avoir invités. Ben, c'est un honneur que tu sois ici aujourd'hui. Puis tantôt, je vais te parler de la conférence où ce qu'on est en train d'organiser, où ce que j'aimerais savoir un pep talk avec les grands de l'immobilier du Québec. Une formule que tu as sûrement déjà vue dans d'autres conférences, mais je t'en reparle. Parfait. Pour donner encore une fois une plus-value aux gens. Plein de choses à parler de l'immobilier. Je sais comme pas par où commencer, mais j'aimerais ça qu'on parle de ta dernière petite compétition. Petite, on va dire... Oui, ben, dans le fond, durant nos vacances de la construction, ma fille me lançait un défi en 2025. C'était de remettre encore plus en forme parce que je courais en NASCAR. Puis NASCAR demande beaucoup, dans le fond, d'endurance. Mais la course à pied, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais nagé. J'avais jamais fait de vélo parce que c'était pas des choses qui m'interpellaient. Puis là, ben en décembre, quand on était en congé de Noël, ma fille elle s'avait entraînée pour faire le 51-50 de Tremblant. Puis là, ben, elle tripait sur son expérience, tout ça. Puis là, elle me disait, hey, l'année prochaine, on devrait le faire ensemble, le 51-50. Puis ça va te donner une raison de plus de t'entraîner encore plus. Ouais. Puis là, ben, je me suis donné à fond. J'ai perdu quasiment 26 livres, mais j'en ai repris en musculation, là, surtout les mollets, les cuisses, fait que tu donné à fond dans le projet. Là. Toi, tu t'entraînais plusieurs fois semaine. Ben, tous les jours, je prenais un entraînement, soit que j'allais faire du yoga, soit j'allais faire de la course à pied, soit j'allais faire du spinning, soit je m'entraînais dans notre gym, soit j'allais en vélo, soit j'allais nager, parce que j'avais aucune expérience en natation. Alors, quand on était en vacances à notre condo au Mexique, mais tous les jours, j'allais dans la piscine. Puis là, ben, mon défi, c'était d'apprendre à nager. Fait que j'écoutais des vidéos, des podcasts, des entraîneurs sur Instagram qui donnent des techniques à utiliser pour être moins épuisé quand on nage, moins être essoufflé, parce que j'avais vraiment un stress en natation. J'avais tout le temps l'impression que j'étais pour caler puis tout ça. Je suis pareil en passant. Fait je te comprends. Là. Mais j'étais en panique dans l'eau. Puis là, j'essayais de nager vite. Puis plus tu essaies de nager vite, moins que tu vas vite. Plus tu es essoufflé, moins que tu nages longtemps. Puis plus que tu paniques. Puis là, ben... C'est la boucle. Là. C'était toute la paranoïa de la natation. De nager, c'est
puis tu pourras me le dire, là. Tu sais, de lever ta tête et respirer. Mais ça, j'étais zéro capable. Là. Je buvais une tasse d'eau à chaque fois que j'essayais de respirer. Fait que ça me faisait paniquer encore plus. Puis c'est pour ça que j'écoutais énormément de vidéos des gens qui sont pros en natation puis qui partagent avec leur cœur leur technique, tout ça. Puis j'en ai écouté plusieurs. Il y a plein de gens qui sont bons en natation, qui sont venus nager avec moi à la piscine municipale de Mirabel. Puis là, ben tranquillement, je faisais 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Puis là, à un moment donné, j'ai réussi à faire des longueurs complètes sans paniquer. Puis là, j'ai commencé à prendre de plus en plus confiance en moi. Puis là, ben j'ai réussi à faire des 500 mètres, des 1000 mètres, des 1500. Wow. Puis là, ben j'ai réussi à faire le triathlon 51-50 de Tremblant. Dans de l'eau libre, en plus. C'était pas une piscine. Ouais, dans l'eau libre, là. Puis avant ça, j'avais de la misère à nager une longueur de 25 mètres dans la piscine. Débile. Puis là, ben quand que j'ai fait le 51-50, ma fille, elle m'avait déjà inscrit au 70.3 de Augusta dans le Maine. Okay. Ça, c'est aux États-Unis. Puis c'était pendant les vacances de la construction. Fait que là, ben là, fallait que je m'entraîne encore plus. On nageait en eau libre, en rivière. Puis là, c'était plus 1500 mètres, c'était 1900 mètres. Après ça, le vélo, au lieu de 40 km, c'était 90 km de vélo. Puis la course, au lieu d'être un 10 km comme celui de Tremblant, mais c'était un demi-marathon 21.1. Quand même! Fait que tout ça combiné ensemble, mais c'était près de 120 km combinés. C'est lui que tu viens de finir, là. Exact. Puis j'avais jamais fait de vélo. Tu sais, quand j'étais enfant, j'avais un BMX, mais faire des longues routes, jamais. Jamais fait de course. Fait que j'ai commencé à faire des demi-marathons. Là, j'ai fait le marathon de Montréal à l'automne l'année passée, fait qu'un 42.2. Puis là, ben, j'ai été capable de faire un triathlon Ironman 70.3. Puis je suis parti de rien. Fait que c'est une belle expérience. C'est vraiment exceptionnel, en fait, parce que tu as atteint un certain niveau de succès professionnel à l'âge que... tu as quoi, 38, là, 39? Là, je suis rendu à 56 ans. Là. 56 ans, tu as commencé la mise en forme il y a quelques années. Moi, je trouve ça inspirant. Ben, merci. Parce que, tu sais, t'es pas obligé de faire cet entraînement-là. T'es pas obligé d'aller au Maine, là, toi. Ben, j'aime vraiment les défis. Ouais. Puis ma fille me lançait ce défi-là, Chloé, puis... j'ai embarqué là-dedans. C'est quoi pour toi la corrélation entre ce que tu as fait puis, mettons, l'entrepreneuriat ou l'immobilier? Ben, je crois que c'est la même chose parce que plus que tu mets de pratique, plus que tu te mets au défi, ben, plus tu atteins des niveaux élevés. Mm-hmm. Puis plus tu t'entraînes, plus que tu mets les efforts en conséquence, ben, plus que tu vas avoir du succès. Puis mon but, quand j'ai fait le 70.3, j'avais aucunement à quoi m'attendre. Puis mon but, c'était juste d'atteindre la ligne d'arrivée puis de ne pas être disqualifié. Puis j'ai réussi à le faire en 8h13. Puis le temps maximal, c'est 8h30. Puis il y en a qui ont été disqualifiés dans l'eau. Il y en a qui ont été disqualifiés au vélo. Puis il y en a qui ont juste pas fini. Puis moi, je voulais terminer. Puis j'ai réussi à atteindre ce que je voulais. Puis là, ben, j'ai le goût d'en faire d'autres là, parce que je trouve que le fait d'être inscrit à un défi, mais tu n'as pas le choix de t'entraîner. Ouais. Puis là, ben, j'ai pas d'inscription à aucun endroit. Puis juste cette semaine, on est rendu jeudi. Puis j'ai déjà été... j'ai couru cette semaine. J'ai fait 2 fois du spinning. Puis, je m'avais mis au moins un défi de 2 entraînements semaine. Puis, je suis déjà rendu. Dimanche, j'ai couru un 10 km. Tu sais, j'arrête pas. Là. Wow. Mais je pense aussi qu'à Ballet, ça devient un mode de vie un peu. Tu sais, corrige-moi, j'ai tort. Mais j'en ai besoin. Là. C'est ça. Si je m'entraîne pas une journée, mais au manque quelque chose. Ça devait pas te tenter pantoute. Ben, ça me tentait pas pantoute. C'est fou, là. Mais c'est quand j'ai eu le défi que là, tous les jours, je m'entraînais. Là. Il n'y a aucune journée que je m'entraînais pas. Ben, chapeau pour... Mais merci. Est-ce que c'est correct que je dis Ray Junior? Ray, c'est parfait. OK. On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les entretiens Raven, spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières,
lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. Pour les 3 personnes au Québec qui nous écoutent, qui ne savent pas qui tu es, peut-être un peu plus, je pense que les gens qui sont peut-être pas dans le domaine de l'immobilier, peut-être un peu moins. Qui est Ray Junior? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Dans le fond, pour commencer, les gens qui veulent en savoir plus sur moi, on a écrit un livre, Le bâtisseur visionnaire, pendant la pandémie. Mm-hmm. Il est sorti avec un monde différent, distribué par tous les réseaux, les plateformes en ligne, les librairies. Il est devenu un best-seller québécois. Puis, on pourrait en parler longtemps. Mais vite fait, c'est quoi le corps du livre? Puis, moi, mon père faisait de la course automobile. Il était mécanicien. Il était pas fortuné. Fait que c'était des voitures que lui fabriquait. Puis, il avait beaucoup de talent. Il mettait, un peu comme j'ai fait pour le Ironman, mais il mettait beaucoup de temps sur la préparation de sa voiture. Puis, le fait qu'il préparait minutieusement sa voiture, mais ça faisait que pendant ses courses, sa voiture brisait pas. Puis là, il gagnait énormément de courses. Il était aimé des gens, sûrement parce qu'il avait le même comportement que moi. Il était près des gens, il était à l'écoute des gens, il était terre à terre, travaillait fort, puis les gens appréciaient mon père. Mm-hmm. Puis il gagnait les courses. Puis là, quand j'avais 5 ans, je vendais des T-shirts dans les estrades pour pouvoir, moi, réaliser mon rêve de faire de la course de karting. Fait qu'avec l'argent que je réussissais à gagner en vendant des T-shirts dans les estrades à 5 ans, mais je prenais cet argent-là, puis je louais des cartes de location, puis je m'amusais à faire du karting. Ça m'a emmené à faire de la course de karting. J'ai gagné le Grand Prix Ricard. Puis quand j'ai gagné le Grand Prix Ricard, le Grand Prix, c'était d'aller à l'école de pilotage de Jim Russell en Formule Ford ou la Formule 1600. Pour certains, il y a le même nom, mais c'est la même voiture, Formule 1600 ou Formule Ford. Ensuite, j'ai couru au Grand Prix du Canada en 2012, mais là, j'ai sauté des étapes. J'ai parti dernier, puis je n'étais pas régulier dans la saison. J'ai terminé 3e sur le podium à ma première course au Grand Prix du Canada. Puis tout de suite après notre course, c'était la Formule 1 qui embarquait sur la piste. Fait que les estrades étaient remplies à craquer. Tout le monde t'a vu là, faire la performance. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui me connaissaient à cause de toutes mes entreprises. J'ai été dans l'aménagement paysager, la tonte de pelouse à l'âge de 14 ans. À 21 ans, j'ai acheté un terrain pour faire un centre jardin. Je suis devenu une des plus grandes entreprises en aménagement paysager et en vente de matériaux en vrac à partir d'un centre jardin. J'avais 65 machines sur la route, centaines d'employés. À quel âge? 21 ans. Puis là, parallèlement, j'ai été dans l'organisation événementielle. J'avais la compagnie de production, les productions Ray Junior. J'ai fait des festivals de musique électronique de 1998 à 2005. Mon plus gros festival, c'était Evolution Raider One, que je réalisais dans une ancienne base militaire de l'OTAN où est-ce qu'il y avait des bunkers au plus haut sommet des montagnes. Puis cette montagne-là, c'était à Saint-Sylvestre-de-Lotbinière dans la Beauce. L'événement s'appelait Evolution Raider One. Puis ça durait du vendredi midi jusqu'au dimanche à midi. Les gens campaient sur le site. Puis il y avait une beach, alors j'avais un DJ sur la beach le jour. Le soir, j'avais des salles R&B, house, techno, trance. Puis le clou de l'événement, c'était le gros happening qui était au sommet de la montagne à 2300 pieds d'altitude dans un bunker de 3 étages. Puis là, je faisais venir des gros noms de partout en travers le monde. Puis j'ai eu le plus gros événement de l'histoire dans un bunker au sommet d'une montagne. Ouais, ici au Québec, j'étais couvert par LCN, Radio-Canada, TVA Nouvelles, tous les journaux, Journal de Montréal, La Presse. On avait de la grosse couverture médiatique. Puis j'étais comme un pionnier dans l'événementiel puis les gros festivals de musique électronique.
C'est complètement incroyable ce que tu dis. Puis je vais te poser une question, Ray, qui je vais passer par un petit détour. Tu as accompli des choses, puis on n'a même pas fini de parler de ton parcours comme quand même assez exceptionnel à 21 ans pour avoir cette compagnie-là. Mais t'es pas un super-humain? T'as certaines... Moi, je vais essayer de comprendre comment est-ce que Ray est qui il est aujourd'hui pour aider les gens à dire... Tu sais, je veux dire, à 21 ans, comment est-ce que tu as le mindset pour avoir une compagnie de cette envergure-là, puis d'aller vers le prochain à organiser des événements? Comment est-ce que tu transitionnes à travers tout ça? Comment est-ce que les gens peuvent le faire? Je te dirais que le plus grand de mon succès, c'est que en ce moment, à l'âge que je suis rendu, j'ai probablement l'âge de 120 ans d'accomplissement de travail. Puis comment j'ai réussi à faire ça, c'est que quand j'étais jeune, ben les gens disaient toujours « Ah, ben j'ai pas assez d'argent », mais quand tu travailles 30 heures par semaine, tu gagnes pour 30 heures semaine, même si tu es à salaire, parce que j'ai déjà travaillé chez Distribution Consommateur, puis je gagnais comme 3 $ de l'heure. Mais comment je faisais pour réussir à faire beaucoup plus d'argent que les autres, c'est qu'au lieu de faire 30 heures, au lieu de faire 40, mais j'en faisais 70, 80. Fait que même si je gagnais 3 $ de l'heure, si je réussissais à faire 90 heures, mais 90 fois 3, mais je gagnais 270 par semaine. Puis la moyenne des gens en travaillent 30 ou 40. Mm-hmm. Mais si tu fais 40 heures à 3 $, tu fais 120. Fait que déjà, je gagnais le salaire de 3 personnes de la façon de faire le plus d'heures possible. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à ramasser mon cash flow pour réussir à atteindre mes autres projets. Puis quand je suis arrivé à mes autres projets, mais j'ai toujours eu cette recette-là de travailler pour 3 personnes en temps de temps. Qu'est-ce qui faisait que tu avais la flamme de vouloir travailler 80 heures semaine? Je suis passionné par la réussite et l'accomplissement. Puis le fait que mon but premier, c'est de réussir et accomplir, puis d'emmener à terme mes idées ou mes projets, mais automatiquement, je fais 80, 90, 100 heures semaine. Puis le fait que je fais autant d'heures, mais ça m'emmène l'argent en conséquence des heures que je réalise. Mm-hmm. Puis là, ben j'ai plus d'argent. Fait que plus d'argent, je peux faire plus de projets. Puis aujourd'hui, ben les projets que je fais, c'est des bâtiments de 100 millions, 200 millions. Mm-hmm. Le dernier qu'on vient de faire, il vaut comme une évaluation, mettons, au-dessus de 200 millions de dollars. Mm-hmm. Mais si je travaillerais 40 heures semaine, ben faire le même projet de 200 millions, ben ça me prendrait 3 ans à le réaliser. Mais vu que je fais autant d'heures, mais je vais plus vite pour la conception, je vais plus vite pour le départ du projet, je vais plus vite pour mon financement, je vais plus vite pour le construire, le terminer, le louer. Tu sais, si je m'occupe bien de mon équipe de mise en marché, marketing, le projet va avoir une meilleure visibilité, il va se remplir plus vite, fait que tout va plus vite. Mm-hmm. Wow. Qui vient à dire, dans le fond, tout le monde peut réussir. Je te le confirme, parce que je suis parti absolument de rien, puis aujourd'hui, ben, on a réalisé en tout peut-être plus de près de 2 milliards de projets qu'on a réalisés, autant de ma vente de T-shirts qu'à des immenses bâtiments qu'on fait aujourd'hui dans la cité de Mirabel. Mais chapeau, franchement. Puis comment est-ce que, bon, de fil en aiguille, hein, la compagnie d'aménagement paysager, événements, comment, là, tu avais acheté un terrain, mais comment est-ce que tu as transitionné à avoir l'entreprise que tu as aujourd'hui? Ben, dans le fond, c'est justement en travaillant autant d'heures, ben, il faut que je sois occupé. Fait que là, mais quand la compagnie d'entretien paysager était structurée, j'avais des chefs d'équipe, puis je m'occupais de toute la direction de l'entreprise. Après ça, centre jardin, l'équipe de transport en vrac, d'excavation, d'aménagement paysager. Mais là, tu t'entoures de bonnes personnes, des leaders. Les gens sont heureux parce que tu travailles avec eux, sont motivés par ta passion, par ton côté entrepreneurial, ton côté de leadership. Ouais, les gens s'associent à du monde qui sont prêts à partager leurs connaissances pour grandir eux aussi. Fait que ça fait que la compagnie roule bien. Puis là, ben moi, j'avais plus de défis. Fait que je rajoutais un défi supplémentaire. Quand je le démarrais
encore une fois, en travaillant aussi fort que je travaille, je l'emmenais rapidement à terme. Puis là, encore une fois, je montais la structure en entour, puis le projet roule, toujours avec mon encadrement. Puis là, je me suis mis à faire des petites maisons. Après ça, des bâtiments de 6... À construire les maisons. À construire avec l'excavation qui roulait encore, le paysagement, l'événementiel. Je construisais. Puis là, à un moment donné, j'étais tellement rendu gros en construction que les gens me voyaient partout. Fait que je reçois des propositions de terrain, de projets à réaliser. Fait que là, je peux les sélectionner puis aller où est-ce que je vois que mon potentiel va réussir à emmener un projet à terme ou à jour ou peu importe. Puis ça fonctionne. Incroyable. Complètement incroyable. Aujourd'hui, tu as une équipe autour de toi. Ça ressemble à quoi une journée quotidienne dans la vie de Ray? Le matin, très tôt, c'est les chantiers. Ça commence tôt. Les gens arrivent sur les chantiers à 6 heures le matin. Les gars de construction aiment commencer tôt pour terminer plus tôt. Ouais. Puis être avant le trafic. Fait qu'en commençant tôt, ils arrivent avant le trafic. Quand ils terminent vers 2 heures, ils partent avant les embouteillages, tout ça. Fait que c'est un système dans la construction. Fait que le temps, sauver du temps. Fait que j'arrive très tôt sur les chantiers. Tu vas encore sur les chantiers aujourd'hui? Toujours, oui. Wow. Fait que je fais le tour. Tous les sous-traitants, ils me voient sur les chantiers, que ça soit dans l'excavation, la préparation du terrain, pendant la coulée des dalles, que ça soit à l'installation de la grue, des murs extérieurs, des fenêtres, je suis toujours présent. Wow. Les gens... C'est quand même rare, non, d'avoir le propriétaire qui est toujours présent, ou est-ce que c'est coutume? Je te dirais que oui, puis je me le faisais régulièrement, puis les sous-traitants s'attachent à un projet, justement, comme les nôtres, parce que je suis présent. Oui. Puis, s'ils ont des questions, je suis toujours là pour y répondre. Puis, chaque étape d'un projet, je les assimile à 100%. Je connais vraiment toutes les étapes de la construction, puisque le fait que j'y connaisse, mais quand les gens ont des questions ou ils veulent en discuter, je suis au même niveau qu'eux, puis je suis capable de discuter avec eux. J'ai mes cartes d'opérateur de loader, de pelle. Fait que tu jumpes dans la pelle des fois? Les gars, ils peuvent arriver sur un chantier, je vais être dans la pépine, puis je vais être en train de déplacer des matériaux ou même... S'ils sont mal pris, je peux... puis il y a de quoi qu'il y a à faire rapidement. J'embarque dans la pépine, je peux creuser sur un chantier. J'ai toutes mes cartes d'opérateur. Tu me fais penser, il y a un meme qui montre la différence entre un boss et un leader. Tu sais, le boss, il est sur puis le leader, il est en avant, puis il aide à tirer la charge. Mais ça, les gens l'apprécient réellement. Sans doute, beaucoup. Puis un de mes tocs, c'est de faire du ménage, de nettoyer sur les chantiers. Puis ça, ce que ça l'a créé sur nos chantiers, même la régie du bâtiment, la CCQ, la CNSST, les RSS, les inspecteurs en prévention, ils disent tout, on est un des chantiers qui sont les plus propres, les plus sécuritaires, justement à cause de mes tocs de propreté, mais ça a le fait que les sous-traitants qui viennent travailler avec nous, ils voient que nos chantiers sont impeccables, puis ils l'apprécient. Puis ils font encore plus attention à pas laisser traîner des choses. Puis moins de choses qui traînent, moins de risques d'accident. Ouais. Puis c'est apprécié vraiment de tous. Puis les gens en parlent dans le domaine de la construction que nos projets sont propres, puis les gens apprécient beaucoup. Wow. Mais je pense que vous avez une éthique de travail c'est vraiment, pareil, pour moi, c'est important. Ouais. Puis là, on fast forward un peu parce qu'on est un peu dans le sujet. Là, des plus gros projets. Là, on arrive aujourd'hui ou dans les plus futurs à Moana. Moréa. On a changé de nom dans le fond. Okay, exact. Okay. Fait que c'est Moréa. Dans le fond, c'est le plus grand complexe récréo-touristique intérieur au Québec. On va commencer, mettons, avec ce que les gens ont le plus hâte. C'est l'immense parc aquatique intérieur avec une lazy river, les glissades qui vont partir de 100 pieds dans les airs avec les trappes qui rouvrent, puis qu'on descend à plus de 80-90 km/h. On a un roller coaster, une montagne russe intérieure en glissade d'eau, avec la propulsion, avec l'eau qui propulse le toboggan. On a aussi des jeux pour enfants, des jeux pour les petits-enfants.
Puis ce qu'on veut avec ce projet-là, c'est avoir un endroit où ce que les gens peuvent se réunir en famille, que ce soit les petits-enfants avec les parents et les grands-parents, parce que souvent, les grands-parents peuvent plus faire d'activités avec leurs petits-enfants parce qu'ils peuvent plus aller faire de ski, ils peuvent pas aller faire de traîneau, sauf qu'un parc aquatique intérieur avec des modules de jeu pour les enfants, mais les grands-parents, ils peuvent s'asseoir aux alentours puis vivre des moments avec leurs petits-enfants. Puis, je suis une personne qui aime réunir les familles puis unir les gens, puis que les gens aient des beaux moments en famille. Pour moi, mes plus belles expériences que j'ai avec mes enfants puis ma famille, c'est des voyages. Fait que je suis pas axé sur le matériel, exemple, d'avoir une grosse voiture de luxe ou plusieurs voitures de luxe ou des beaux vêtements. Moi, ce qui m'interpelle, c'est les souvenirs puis les moments que je passe avec ma famille, mes enfants. Fait qu'on adore voyager, on adore vivre des moments inoubliables. Puis avec le parc aquatique ici qu'on va faire à l'intérieur, on va pouvoir faire vivre ces moments-là aux familles du Québec puis à l'extérieur du Québec. Puis notre projet, il va être vraiment reconnu internationalement parce qu'on est sur l'autoroute 15, puis on est une des routes les plus utilisées par le tourisme parce que les gens visitent Montréal, le Vieux-Port de Montréal, le centre-ville, puis après ça, ils prennent l'autoroute 15, ils s'en vont dans le nord visiter Saint-Sauveur, Tremblant. Mais Laval et Mirabel, Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, on est orphelins un peu du tourisme parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut créer des moments que les touristes peuvent rester pendant plusieurs jours. Puis le fait qu'on va créer le parc aquatique, on va avoir 2 immenses hôtels qui va répondre à 650 unités de chambres. Puis ça va aider aussi l'agro-tourisme, tout ce qui est équitation, les activités, que ce soit pour le sirop d'érable, la motoneige. Fait qu'on va créer un momentum pour l'écotourisme et les activités récréotouristiques de la région. Fait que ça va être bon pour toutes les villes qui sont autour de la cité de Mirabel. On a aussi une salle événementielle qui va être multifonctionnelle. On va pouvoir créer, exemple, des shows de boxe ou de karaté. On va pouvoir avoir des spectacles de chanteurs très populaires. On va pouvoir faire venir des gros noms de DJ internationaux. On va pouvoir faire des expositions de voitures, expositions de bateaux, le salon de la mariée, le salon de l'amour. On va pouvoir créer toutes sortes d'événements parce que c'est vraiment multifonctionnel notre salle. Puis on a, en dessous de notre salle, on a 1350 cases de stationnement au premier bâtiment. Puis le bâtiment, dans la phase 2, on a un autre 400-500 cases pour l'hôtel numéro 2. Fait qu'en tout, on va avoir 1800 cases pour répondre à la demande. Incroyable. On a un spa sur le toit du bâtiment, des restaurants. On va avoir des restaurants rapides, massothérapie. C'est vraiment un endroit multifonctionnel, récréotouristique. Oui, puis ce que les gens comprennent pas, on s'est inspiré beaucoup de, exemple, le Hard Rock Hotel qui est à Allendale avec la méga guitare, beaucoup de projets qu'on a visités en faisant des voyages à l'extérieur, soit en Afrique du Sud, en Australie, en Europe, à Champagne, que ça soit aussi en Floride avec Disney, Universal Studios. Ces places-là sont tout le temps pleines. Exactement. Fait qu'on s'est vraiment inspiré de tous les highlights qu'on a vus en famille avec tous ces voyages-là. Puis j'ai essayé de toutes les intégrer dans un même concept. Fait que c'est comme une immense ville aérienne. Fait qu'au lieu de faire de l'étalement urbain, puis d'avoir énormément de terrain pour avoir toutes ces commodités-là puis ces services-là, on bâtit 3 immenses bâtiments, puis ça va devenir une ville, dans le fond, un peu comme on voit en Asie. Il y a les 3 tours avec un immense genre bateau qui est en haut, puis il y a une autre ville qui est par-dessus les 3 tours. Ça me fait penser un peu à ce qu'ils voulaient faire à Dubaï, la ligne... de line. Oui, ça, c'était un peu intense. C'est un peu intense, mais tu sais, c'est dans les mêmes similarités. Exact. Puis là, on a réussi à avoir, avec toutes les objections qu'on avait de la société, oui. on a eu nos permis récemment.
Puis pourquoi qu'on a réussi à avoir nos permis, c'est qu'on a répondu à toutes les inquiétudes de la société. Fait que notre eau, on va la recycler. On a des systèmes de filtration avec des microns tellement petits qu'on a presque notre propre usine de filtration des eaux à l'intérieur du parc. Fait qu'on fait des backwash aux 6 mois. Puis on pourrait le faire à l'année, mais on va les faire aux 6 mois. Juste le système de filtration, ça doit être une ingénierie. Ben dans le fond, on s'est inspiré des villes où est-ce qu'il n'y a pas d'eau. Puis là, mais eux, comment ils réussissent à avoir de l'eau? Exemple, comme à Las Vegas, il y a des immenses bâtiments, des immenses hôtels, sont en plein désert, puis ils réussissent à répondre à des dizaines de milliers de chambres d'hôtel, puis ils ont de l'eau. Tu vas là en plein été, tu vois les gicleurs qui arrosent le gazon, oui. Puis dans le fond, tu vois, c'est qu'ils recyclent l'eau. Fait que, au lieu de prendre l'eau comme on me prendre l'exemple de la rivière des Prairies, mais Laval, elle a des stations de pompage, ils pompent l'eau dans la rivière des Prairies, ils filtrent l'eau, puis ils font de l'eau potable avec, ils la renvoient aux résidences. Les résidences consomment l'eau. Ensuite, l'eau, elle s'en va dans le système de rejet des eaux, puis elle est refiltrée, puis elle est renvoyée dans la rivière, puis après ça, ben ça crée une boucle, puis il refiltre l'eau. Nous, au lieu d'envoyer l'eau en backwash à tous les jours dans le système d'aqueduc, mais des égouts pluviales, puis tout ça, ben on prend notre eau, puis elle est repassée dans un filtreur, puis elle est renvoyée dans nos glissades, puis on roule notre eau à journée longue, puis on a notre propre usine à l'interne. Puis là, ben c'est comme ça qu'on a réussi à satisfaire la société, dans le fond, pour leur démontrer qu'on ne sera pas énergivore dans la consommation des eaux. Puis l'autre inquiétude qu'il y avait, c'était la circulation. Bon, on a fait faire énormément d'études de circulation, puis on a créé un système un peu comme un circuit de course. C'est que au lieu d'avoir une rue à 2 voies, la rue va devenir à 1 voie. On va circuler sur le sens d'aiguille d'une montre. Mm-hmm. Puis le stationnement, vu qu'il est étagé, mais à l'avant du bâtiment, la circulation va être réduite quasiment à 90% parce que les autos vont rentrer dans le stationnement étagé, naturel, un peu comme les voitures de course qui rentrent dans les puits de ravitaillement. Puis ça n'empêche pas les autres voitures qui ont à circuler de circuler. Puis une autre chose qui crée de l'embouteillage, c'est la circulation piétonnière. Parce que quand les gens viennent pour traverser, si les automobilistes sont respectueux, ben ils vont arrêter d'avancer avec la voiture, puis ils vont laisser passer les piétons. Nous, pour enlever 90% des piétons dans la rue, c'est qu'on a fait une passerelle aérienne qui relie le centre multifonctionnel, le spa, les stationnements à l'hôtel numéro 1 avec le parc aquatique. Fait que les gens n'ont pas à sortir à l'extérieur pour traverser la rue qui crée de l'embouteillage. Parce que s'il n'y a pas de gens qui traversent la rue, les autos continuent à circuler. L'hiver, c'est poche de sortir et de s'habiller. En plus, ça amène un accommodement intéressant pour les touristes parce qu'ils vont être tout le temps à l'intérieur. Fait qu'ils peuvent passer du restaurant de soirée qui est sur le toit, le spa, pour se rendre à l'hôtel numéro 1 sans sortir à l'extérieur, sans traverser la rue dans la gadoue, dans le sludge, dans la neige, dans le verglas. Les gens vont traverser la première passerelle, rentrent dans l'hôtel numéro 1 et les parcs aquatiques. Puis s'ils veulent aller dans l'hôtel numéro 2, les gens vont circuler dans une passerelle aérienne à l'intérieur du parc aquatique qui est vitré. Puis là, ben, ils vont se rendre à l'hôtel numéro 2. Encore une fois, ils vont traverser la rue dans une passerelle aérienne pour se rendre dans la deuxième hôtel. Fait que toute la circulation piétonnière se fait à l'intérieur. Puis ça réduit énormément les gens sur les trottoirs. Fait que ça crée que la circulation automobile, elle va être fluide. Puis ça ne créera pas d'embouteillage. Fait qu'on a mis la rue sens unique, les stationnements étagés que les autos vont aller stationner. Puis enlever les gens qui piétonnent dans la rue puis sur les trottoirs. Wow. En fait, ce que tu me parles là, Ray, pour moi, c'est l'essence même du podcast. Ben, merci. Je pense que c'est important de s'entourer de gens qui nous essoufflent. Tu sais, comme moi, j'écoute, je suis comme, mon Dieu, mais comment qu'il fait là? Il y a un million de questions qui me passent par la tête, mais je trouve ça important. Tu sais, tu veux pas t'entourer de gens qui, tu sais, comme, je suis capable de faire qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Ah, mais il faut se faire challenger. Ouais. Puis, on a une façon de travailler au bureau, c'est que
si quelqu'un croit pas à mon idée, Ouais. mais je veux qu'il me lance au défi pour me challenger, de là à s'obstiner puis s'argumenter pour qu'on termine, même si on est 3 sur un dossier, ben la personne qui a quelque chose qui passe par la tête, mais on veut pas qu'elle la laisse dans sa tête, on veut qu'elle s'exprime puis qu'elle nous challenge les 2 autres ou les 3 autres qu'on est autour de la table pour qu'à la fin, si on est 3, 4 ou 5 personnes, mais qu'on arrive avec la meilleure idée absolue pour que justement qu'on soit au défi pour arriver à la meilleure solution puis qu'on fasse la meilleure chose qui va répondre aux besoins des gens. Évidemment, tu es exceptionnel dans ton domaine, mais je pense que tu as une équipe solide aussi avec toi. Ben ça, c'est important d'être bien entouré, que ça soit tous les membres de l'équipe, que ça soit Chloé, ma fille qui travaille avec moi, Maxime, mon garçon, ma conjointe. On veut que les gens laissent pas leur idée dans leur tête, qu'on se challenge. Fait qu'on est tout le temps en train de se challenger et s'argumenter pour écrire le meilleur texte, que ça soit pour le marketing, mettre la meilleure image, emmener le meilleur vidéo. Juste te donner un exemple, dans l'équipe de marketing, sont 5 personnes à temps plein qui font juste du contenu pour les réseaux sociaux, le marketing, les photos, les vidéos, les publications, les idées. Imagine, c'est 5 personnes à 40 heures, c'est beaucoup d'heures, c'est 200 heures de création par semaine. Fait que c'est beaucoup pour une entreprise de construction qui crée des projets autant locatifs, commerciaux, industriels, médical, récréo-touristique. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le projet du parc aquatique qui roule, mais t'as plein d'autres projets à côté. Là. Le reste, ça n'arrête pas. Là. Ça n'arrête pas, non. Incroyable. C'est inspirant. Qu'est-ce qui t'a fait... Quand est-ce que le parc est fini? Quand est-ce qu'on peut inaugurer là, tout ça? En ce moment, on a eu nos permis, comme je disais tantôt. Puis notre défi en ce moment, c'est le financement. Puis là, je nommerai pas de nom, mais il y a quelqu'un qui est en train de bouleverser l'économie planétaire. Puis ça crée de l'incertitude aux institutions financières. Puis là, où est-ce qu'on a les bâtons dans les roues? C'est l'acceptation du financement. Puis là, ben, je suis là-dessus quasiment tous les jours à solliciter des institutions financières, à essayer de trouver des idées pour réussir à démarrer le projet. Mais c'est là qu'on est rendu. Des partenaires. Exactement, du financement. Wow. Fait que ça soit des fonds, que ça soit des départements du gouvernement. Y a-t-il des subventions pour ça? Non, il n'y a aucune subvention disponible. Moi, je penserais que oui, parce que t'aides le tourisme, t'aides la ville. Exactement, mais je te dirais qu'en ce moment, on n'a aucune main tendue qui nous emmène $1 ou un sous-noir. Wow. Fait qu'on se bat vraiment pour réussir à avoir le financement. Les plans sont prêts à démarrer. Les terrains nous appartiennent. Les services sanitaires aqueducs pluviales sont faits. Les bordures sont faites. Les trottoirs de rue sont faits. Les lampadaires dans la rue sont faits. Wow. L'asphalte est fait. Tout est fait. Les terrains sont là. Ils attendent juste qu'on soit en train de construire. Exactement. Puis même si on a notre mise de fonds pour démarrer le projet, les institutions financières ne veulent pas embarquer à mi-projet. Ils veulent être là avant qu'on commence. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas creuser, même si on a une partie du cash flow pour démarrer la construction. Admettons, on voudrait faire les fondations, mais les banques, ils ne veulent pas embarquer à mi-projet. Fait que c'est pour ça qu'on attend d'avoir tout ficeler notre financement avant de démarrer l'ensemble du projet. Wow, c'est gros là, quand même. Là. C'est une grosse affaire. C'est un gros projet de 200 millions. Ça, c'est la phase 1. La phase 1. Exact. Qu'est-ce qui t'a fait dire, j'ai 2 questions. Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, on se lance vers ce projet-là? Puis est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ouais, c'est peut-être un peu ambitieux, mettons. Là. Ben, ça me passe toujours par la tête du projet ambitieux, sauf que c'est comme mon dernier gros projet. Tous les défis de bâtiments résidentiels, je les ai tous faits. Là. J'ai fait des bâtiments en high-rise, en tour, avec des tours à grue en béton. J'ai été le premier sur la rive nord de la rivière des Mille-Îles, dans le nord, à faire des tours en béton. J'ai été le premier à faire des bâtiments de plus de 200, 250, 300 unités dans un seul et même bâtiment en une phase. Comme le dernier, c'est 300
36 unités de 3,5, 4,5, 5,5, qui est le projet Espace W. C'est le plus gros bâtiment locatif résidentiel sur la rive nord de la rivière des Mille-Îles, qui appartient à un seul propriétaire, qui n'est pas un fonds, absolument aucun partenaire. Puis, mon prochain défi, c'est le Moréa, centre récréo-touristique intérieur. Puis, j'ai là à cœur. Fait que tous les défis que j'ai, les problèmes, que ce soit les défis pour avoir les permis, les défis pour avoir le financement, je pense que c'est un mal à passer pour réussir à mener le projet à terme. Puis, c'est ça qui va laisser ma trace sur la rive nord, dans le fond. Pour moi, c'est important. Oui, sur le Québec. Au Québec, au Canada. Ouais. C'est quoi l'expression? Ils disent the bigger the problem you solve, the bigger the return. Tu sais, comme là, tu es en train de gérer un gros problème. Là, c'est intense. Moi, je crois que pourquoi est-ce que Elon Musk, c'est la personne la plus riche au monde? Parce qu'il gère des problèmes que personne ne veut régler. Exact, que personne ne va avoir. Là. C'est ça. Fait que, wow, chapeau. Tu parlais que tu étais en business avec ta famille? Oui, c'est le fun, tout le monde travaille, ils ont chacun leur département. Comme Maxime, mon garçon, lui est avec l'équipe de construction. Okay. Ensuite, j'ai Chloé qui est avec l'équipe marketing, puis elle travaille avec moi sur le design des projets. Puis Annie, ma femme, qui travaille sur la location des bâtiments locatifs résidentiels, que ce soit le 700 ou Espace W. Fait qu'on travaille toute la famille dans les projets, puis ça fait plusieurs années, puis ça va super bien. Tout le monde. C'est une forme de richesse pour moi de travailler avec sa famille. Moi, je travaille avec ma soeur, c'est ma soeur qui t'a contacté initialement, puis c'est elle qui travaille pour le podcast. Puis bien fait ça. Je trouve que c'est une certaine forme de richesse de travailler avec des gens proches. C'est vraiment le fun. Puis, c'est plaisant, puis ça permet aussi de passer du temps en famille. On est tellement loadé par que ce soit le travail. S'occuper de notre maison, s'occuper de notre santé. Après ça, le temps qui reste, il n'y en a plus. Là. On s'en va se coucher, puis on dort, puis on se relève le lendemain, puis ça continue de travailler, s'entraîner, s'occuper de la maison, faire les tâches, cuisiner, la vaisselle, le ménage, prendre soin de nous. Puis le temps qui reste pour les membres de la famille, c'est limité. C'est limité. Fait que le fait de travailler ensemble, on se voit tout le temps, on voyage ensemble, on travaille ensemble, on fait du sport ensemble, on court ensemble. Qu'est-ce qu'ils diraient tes enfants de leur père? Si c'est ici, là, tu penses qu'est-ce qu'ils diraient? Ils diraient que je suis dur à suivre. Ah ouais, hein? Puis, je pense qu'ils aiment ça parce que ça leur donne aussi de la drive. Puis, ils en ont eux aussi. Puis, ça fait qu'ils s'occupent de leur projet. Comme Chloé, elle vient de lancer un défi qui est les 100 km de l'espoir. Puis elle avait un but dans la tête, c'était de ramasser 100 000 $ pour remettre à Leucan, qui est la fondation qui répond aux enfants qui sont atteints de cancer, puis aux familles. Puis pour elle, ça lui tenait vraiment à cœur. Puis l'événement est maintenant, c'est le fin août. Puis déjà là, elle a atteint son 70 000 $. Fait qu'il reste 30 000 $ à ramasser, puis elle va avoir atteint son défi. Puis là, il reste encore quasiment 2 semaines avant l'événement des 100 km d'espoir. Dans le fond, c'est une boucle de 5 km à toutes les heures pendant 20 heures pour atteindre 100 km. Ça se fait soit seul. Fait que si la personne est seule à tous les heures, il faut qu'elle parte puis qu'elle fasse son 5 km jusqu'à temps qu'elle ait fait 20 heures qui donne son 100 km. Les gens peuvent le faire en équipe jusqu'à 4 personnes, puis, ou même 5. Puis moi, je le fais avec un autre participant. Fait qu'on va faire les deux 50 km chacun. Puis là, des heures de plaisir, c'est un gros défi. Ouais. Ça fait toutes les années. Là, je ne l'ai pas fait cette année. Ça fait 5 ans que je le fais parce que j'étais dans l'armée avant. Hein. Fait que depuis que je suis sorti, je fais le David Goggins Challenge. Ah ouais, c'est quoi fait ça? Que c'est 4-4-4. Fait que 4000. OK. Genre 5,5 km. À toutes les 4 heures pendant 48 heures. OK. C'est un peu le même concept. Là, mais... C'est quoi le total que ça donne? 5 fois à toutes les 4 heures. Fait que tu cours, je sais pas, tu cours comme 40 km. OK. On fait un calcul. Ça ressemble à mon 50 que je vais faire, là, exact. Mais c'est de se lever qui est tough. Avec le David Goggins, c'est OK, à 3 heures du matin, il faut que j'aille courir. Là.
Non, c'est minuit, 4 heures. Fait qu'à 4 heures du matin, je me lève à courir. C'est ça qui est... Ah ouais, c'est mais c'est cool. C'est vraiment cher comme défi. Puis on fait ça juste à côté de la cité de Mirabel. C'est dans le parc du domaine vert. Puis on court dans des sentiers boisés, fait que c'est vraiment intéressant. On va essayer de sortir un extrait pour parler de ça avant la sortie de l'épisode pour essayer d'aider pour atteindre son objectif. C'est gentil, merci. C'est où que les gens vont pour s'inscrire, puis c'est quand la date exacte? Juste à aller sur les réseaux sociaux, taper les 100 km d'espoir de Leucan, organisé par Chloé Courtemanche et toute l'équipe qui s'est bâtie en entour de son projet. Puis, donner en grand nombre pour qu'elle réussisse à atteindre qui était son défi de donner 100 000 $ à Leucan. C'est énorme pour aider quelqu'un, mais en plus de se mettre en forme. Pour une première fois, mais de se mettre en forme aussi. Puis c'est une question de mindset parce que les gens, comme toi, tu vas courir avec ton chum, à un moment donné, ton cerveau, il va jouer des siennes. Qu'est-ce qu'on fait ici, là, tu sais? Mais c'est de dépasser ces limites-là, je pense. Ouais. C'est essentiel pour dépasser ces limites. Dis-moi donc, Ray. Quelqu'un qui te regarde puis il veut marcher dans tes pas, qui a rien comme toi tu as déjà eu à un certain moment donné. Qu'est-ce que c'est peut-être un peu cliché comme question, mais je trouve ça important parce que il y en a qui sont inspirés par notre conversation, il y en a qui sont inspirés par toi. Où un jeune devrait commencer? Ben, je te dirais, premièrement, c'est de travailler parce que on voit les gens, la nouvelle génération avec les réseaux sociaux, on dirait qu'ils ont plus le goût d'avoir de l'argent facile, mais de l'argent facile, ça n'existe pas. Là. J'ai tout essayé dans ma carrière. Tu sais, tantôt, je disais j'avais 56 ans, j'ai commencé à travailler à l'âge de 5 ans. Fait que j'ai eu tout le temps du monde pour trouver l'argent facile, puis elle n'existe pas. Peut-être qu'il y en a qui ont réussi, mais moi, avec tous les efforts que j'ai faits, j'ai jamais réussi. J'ai eu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'entreprises différentes dans différents secteurs d'activité. Puis de l'argent facile, je ne l'ai pas trouvé. Puis la seule façon que j'ai réussi à faire de l'argent, c'est en travaillant beaucoup, en faisant énormément d'heures, parce que plus tu fais d'heures, tantôt, je l'ai expliqué, ton revenu devient exponentiel. Puis de s'acharner à accomplir des succès story. Puis en se donnant un défi, puis en voulant réaliser un success story, c'est ça qui fait que tu travailles fort. Puis quand tu travailles fort, t'emmènes à terme le projet, puis automatiquement, l'argent vient avec. Fait qu'il faut pas travailler pour l'argent, mais il faut travailler pour le succès du projet. Exemple, le Moréa, tout le monde dit « je vais me planter, puis ça marchera pas. Même si je réussis à le faire, que ça sera peut-être pas rentable. » Mais moi, je sais que ça va fonctionner parce qu'il n'y a rien qui est fonctionnel 365 jours par année qui réunit les gens à l'intérieur pendant des conditions de pluie, de mauvais temps, des moins belles fins de semaine, l'hiver, du verglas, de la neige, de la slotch. Nous, c'est 365 jours par année, c'est du beau temps. Puis on a créé un écosystème qui va répondre à du spectacle, du service de restauration, du spa, santé, beauté, loisirs. En fait, il n'y en a pas d'autres au Québec. Il n'y en a pas. Il y a différents projets éparpillés, mais tout combiné à même endroit, ça n'existe pas encore. Même là, il n'y a pas de parc aquatique ou quand même? Oui, il y en a des parcs aquatiques intérieurs. Ouais. OK. Puis... tout réuni à même endroit, mais c'est un gros défi. Fait que je carbure en menant à terme ce défi-là. Puis quand je vais l'emmener à terme, je le sais que ça va fonctionner parce que ça va répondre à tellement de demandes, tellement de besoins que ça va devenir un success story comme tous les autres projets qu'on a emmenés à terme. Fait que c'est de pas travailler pour l'argent, mais de travailler pour la réussite d'un projet. Puis quand tu mets l'énergie sur le succès du projet, tu tournes pas les coins ronds pour essayer d'économiser de l'argent. Tu mets la totale pour répondre à la demande des gens. Puis quand les gens rentrent à quelque part puis qu'ils font « wow », ben ils vont en parler en positif. Puis plus les gens en parlent, parce qu'ils ont fait « wow » quand ils ont vu le hall d'entrée, quand ils ont vu
les stationnements, l'accessibilité, la fluidité, l'accueil, la propreté, l'odeur quand tu rentres à quelque part, c'est important. Oui. On le voit avec les gros projets de Disney. Tu rentres dans une boutique de bonbons, ils ont des diffuseurs de sucre, de cannelle, d'odeur. Les gens consomment avec la vue, l'odorat, l'ambiance, l'accueil. C'est sensoriel. Fait que c'est pour ça qu'on a des projets qu'on a appelés locatifs le 7 sens, parce qu'on fait vivre des sens aux gens. Puis c'est ça qu'on a de la rétention dans nos projets. On a des gens qui habitent là longtemps. Les gens en parlent en bien. Puis c'est ça qui fait qu'un projet fonctionne. Fait que c'est tous ces conseils-là je partage à quelqu'un qui veut commencer, de se donner à fond, de travailler fort, puis de livrer de la qualité. Travailler fort, c'est une chose, mais aujourd'hui, avec tout le knowledge que tu as, avec l'expérience que tu as acquise, si je te mettais au milieu de la jungle demain matin, à 20 ans, pas un sou, avec qu'est-ce que tu sais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je ferais, c'est pour aller chercher de l'argent rapidement, c'est d'offrir des services. Tes objectifs, là, c'est d'offrir des services que les gens recherchent du service humain. Puis il y en a de moins en moins, je trouve. Tu sais, admettons, tu veux faire nettoyer ta maison, faire nettoyer ta voiture, faire couper ton gazon. Je trouve que tout est rendu compliqué. Tu appelles à quelque part, ils répondent pas au téléphone. C'est un service téléphonique, c'est pas personnalisé. Moi, ce qui a fait que j'ai eu un gros succès quand que j'ai commencé à offrir de la tonte de pelouse, c'est que je recevais les appels, je répondais au téléphone, que les gens m'appellent le lundi, le mardi, le dimanche, le samedi, le jour férié. Je répondais au téléphone, je donnais des réponses, j'allais faire mes soumissions, puis je livrais à la marchandise. Puis c'est ça qui m'a fait grandir rapidement, puis avoir autant une grande clientèle. Puis les gens restent fidèles à toi quand tu donnes du service. Puis les gens, avec tout ce qu'il y a, avec le AI, avec les services automatisés, puis tout ça, c'est de l'impersonnalisation. Puis les gens, je pense que oui, c'est important, mais en même temps, les gens carburent à avoir un bon service à la clientèle. Imagine, tu vas au restaurant, puis que tu rentres dans un beau restaurant de soirée, puis c'est un robot qui vient te servir. C'est un robot qui vient te livrer ta bouffe. Mais tu sais, l'expérience n'est pas la même qu'un service humain avec un bon serveur, une bonne serveuse, avec un service attentionné. Mais tu vas vivre un bon moment, tu vas passer une belle soirée, tu vas donner un bon pourboire, puis tu vas en parler en bien de ce restaurant-là. Oui, admettons que tu es dans un gros projet touristique, puis là, ben, je sais pas, moi, tu t'en vas visiter un projet comme Star Wars, puis là, tu vas dans un resto, puis c'est un robot qui vient te servir, mais là, tu es dans un environnement comme ça, c'est correct. Ouais. Mais de tout faire les restos avec des robots, de tous les services téléphoniques soient automatisés, je trouve que ça manque. On a commencé à le voir il y a plusieurs années avec les institutions financières. Ben là, ils nous dirigeaient vers les guichets automatiques. Puis là, ils ont commencé à enlever des comptoirs. Puis là, ben encore, ils dirigeaient vers les guichets automatiques. Là, ils ferment les guichets automatiques, ils t'envoient sur le service automatisé, mais les gens sont plus informés. Tu veux faire des placements, t'as personne pour te guider. Les gens sont perdus. Ils font... Tu sais, je trouve que ça manque, là. Il disait que, l'IA, évidemment, puis les robots vont prendre plus en plus de place. Hein. Je pense que dans les prochaines 10 années, l'humanité va avancer à un rythme beaucoup plus grand que jamais. Mais j'écoutais des vidéos où les gens disaient les entreprises de services, comme tu dis, c'est ça qui va prospérer. Un couvreur, il n'y aura jamais un toit qui va pouvoir faire ta toiture. Impossible. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant. Tu réponds quoi aux gens qui... Parce que là, t'es tout jeune, Ray qui a 20 ans, il commence une compagnie de services. Tu réponds quoi aux gens que les business de services, c'est mieux des business de produits, disons, ou c'est mieux faire de l'immobilier? Tu peux faire du produit, sauf que faut que tu aies un produit exceptionnel pour qu'il lève puis que ça l'explose puis que tu vives de ça. Puis, je trouve que les services, c'est de l'argent rapide, sûr que tu vas faire, parce que quand tu vas répondre à ton client, tu vas livrer le service, il va te payer tout de suite. Ouais. Tandis qu'un produit, tu peux être en développement pendant
plusieurs années avant de trouver le bon produit. Il y a tellement de compétition qui vient de partout à travers le monde avec des salaires tellement bas que ton produit sera peut-être pas compétitif. Fait que ça peut être très long, tandis que tu as 20 ans, tu veux gagner de l'argent rapidement, offre du service, puis donne du service, puis réponds au téléphone, puis sois présent 7 jours semaine, c'est sûr que tu vas avoir du succès. Puis là, ben, tu vas pouvoir te ramasser du cash. Avec ce cash-là, peut-être que tu vas pouvoir t'en aller investisseur immobilier, mais tu peux pas devenir investisseur immobilier du jour au lendemain si tu n'as pas de cash flow. Fait que le service, c'est un argent qui va rentrer rapidement pour te créer un fonds, un cash, puis après ça, peut-être faire autre chose. Mais je pense que c'est là qu'il faut commencer. Là. Si jamais vous voulez une compagnie de service, si ma compagnie d'entretien ménager est à vendre, ça, ben, tu veux, ça, c'est quelqu'un qui fait du ménage. C'est sûr qu'il va avoir de la job, puis il va pouvoir cacher rapidement parce qu'un ménage, dans une journée, si t'es efficace, tu peux nettoyer 3 condos à des 3,5, 4,5. Ah ouais. Puis les 4 personnes vont te payer tout de suite. Puis à la fin de la journée, tu as déjà ton argent. Tu mets ça de côté. Puis une autre chose que je disais à mes amis, c'est que si tu travailles 40 heures, puis tu gagnes 40 heures fois 10 piastres, tu as fait 400 $. Mais les autres 50 heures que moi je travaillais, j'allais chercher un autre 500. Fait que dans ma semaine, je faisais 900. Mais si tu as fait juste 40 heures, les autres 50 heures que moi je travaillais, toi, tu as 50 heures de libre. Tu fais quoi pendant ces 50 heures de temps-là? Mais là, tu vas faire des activités, tu vas aller au restaurant, tu vas dépenser. Fait que ton 400, il est rendu à 200. Tandis que moi, mon 900, il est encore dans mon compte parce que j'ai pas eu le temps pour le flower. Le compound effect, il y a un nom pour ça. C'est ça, compound effect? Je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est exponentiel. Fait que plus tu as de temps, plus tu dépenses. Plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent. Fait que oui, j'ai ramassé mon cash flow plus rapidement que tous les gens qui m'entouraient quand j'avais 20 ans. Pourquoi? Parce que au lieu de faire 400 $, j'en faisais 900. Puis au lieu d'avoir 50 heures de plus de libre, moi, je le travaillais, mais eux, ils l'ont pour dépenser. Fait qu'ils sont 400, ils n'étaient plus à 900. Est-ce que tu crois que dans le futur, il va y avoir des... comme ils parlent d'avoir une assurance du chômage, mais pour les gens qui ont perdu leur job à l'IA? Tu y crois à ça ou t'embarques-tu dans cette vague-là ou pas tellement? Je sais pas, je pense pas. Ils disent qu'il va y avoir comme un genre de BS, mais pour les gens qui ont perdu leur emploi à cause de l'IA puis qui peuvent plus travailler. Ça n'a pas de sens. Je sais pas, c'est Elon Musk qui disait ça, en fait. Ouais. Moi, je crois que les gens... Oui, l'IA va emmener beaucoup des choses qui sont réglables en service IA. Ouais. Mais le service humain va toujours être nécessaire. Là. Je pense aussi. Parce que tu peux pas tout remplacer par le IA. Mm-hmm. C'est spécial. Ça prend des gens. Avec tout ça, c'est quand même assez spécial. Ça prend des gens pour travailler, ça prend des gens pour se donner du service à la clientèle ou si tu automatises toute ton entreprise, on voit, je nommerai pas de nom, mais il y en a qui ont fait des tests là, récemment, des restaurants de nourriture rapide. Il n'y a plus d'employés. La cuisson, tout se crée par des robots, mais tu peux pas faire ça avec tous les restaurants. Non, fait que les restaurants que les gens veulent vivre une expérience, ben ils vont fonctionner encore, puis les gens vont payer plus pour aller à ce restaurant-là. Ça va devenir immersif, ça va devenir incroyable comme expérience, contrairement à aller devant un écran puis une petite porte qui rouvre, puis tu prends ton sac, puis tu manges la bouffe artificielle. Hein? Ouais, c'est quasiment ça pareil. Ouais. On passe au prochain segment, Ray, ça te dérange pas? Ben, je suis prête. Les questions flash. Faut que tu fasses plus que Phil tantôt. On a 24 questions, 90 secondes. Tu réponds le plus vite possible. Si tu ne connais pas la réponse, on passe, puis on to the next. On est prêt dans le studio? Non, 3, 2, 1, c'est parti. Un livre que tu recommandes? Ben, Le Bâtisseur visionnaire. Un rêve pas encore réalisé. Réaliser le Moréa Parc aquatique. Si tu peux avoir un seul super pouvoir, lequel choisirais-tu? De créer du bonheur et de la richesse dans toutes les familles. Le métier que tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune? C'était policier. La marque de ta première voiture? Une Dodge Omni. Une cause qui te tient à cœur?
Je dirais toutes les causes qui viennent en aide aux familles, aux enfants malades puis les gens dans le besoin. Ton numéro chanceux. 5. Une expression que tu dis souvent. Il faut 50 pas secondes. lâcher. Il faut pas lâcher. Ta plus grande peur. Je dirais de mourir un jour. Ton plus vieux souvenir d'enfance. Je dirais de les courses automobiles. Si tu avais le droit à un seul appel, qui appellerais-tu? J'appellerais tout le monde dans le fond. Ton héros, Ray, c'est qui? Je dirais c'est Iron Man. Si tu peux retourner dans le temps à un moment précis, 20 secondes, lequel choisirais-tu? Le moment présent. Ta pire habitude. Toujours vouloir réussir. La qualité que tu admires le plus chez les gens. Je dirais la gentillesse. Qu'est-ce qui te fâche instantanément? Les gens qui sont pas honnêtes. Une chose que tu dirais à ton plus jeune toi. 8 secondes. Faut pas lâcher. La chose qui te rend le plus fier. Je dirais tout ce que j'ai réussi à accomplir. La première chose que tu ferais si tu devenais premier ministre du Canada. Régler tous les problèmes qui ont causé. Oui. On a de la job, là. T'as du pain sur la planche. On a fait 20 sur 24. Quand même, il en manquait 4. Parce que je lisais pas assez vite. On va dire que c'est pour ça. C'est pas grave. Ray, je pose la question à chacun de nos invités. Je te la pose aussi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quel est ton why? Pourquoi tu te lèves le matin aussi tôt? Pourquoi tu travailles aussi fort? Tu as atteint un certain niveau de succès. Tu serais sûrement pas obligé de travailler. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Ben moi, pour vrai, c'est l'accomplissement de choses qui laissent ma trace sur mon passage sur la planète. Puis c'est d'avoir réussi à accomplir ces choses-là qui me rend heureux. Parce que j'essaye tout le temps de faire des choses que d'autres n'ont pas accomplies. Puis c'est la fierté, justement, de réaliser des grandes choses. Puis que ça m'emmène à avoir une bonne réputation. Puis que les gens parlent en bien de moi. Je pense que c'est ça qui m'inspire le plus. Je pense que tu as l'ambition de laisser une trace dans l'univers. En positif. En positif. Ouais. Je pense que tu fais exactement ça en étant un des piliers au Québec. Ben, merci beaucoup. Dans qu'est-ce que tu fais. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Moi, je veux savoir, là, ton projet Aquatype, là, c'est comme ton projet de vie, si on veut, ou le plus gros projet. Mais là, ça va être fini dans quelques années. Ray, il va encore avoir du jus dans le tank. Qu'est-ce qui s'en vient après ça? Tu pourras pas rester chez vous. Ben, les gens me posent souvent cette question-là. Pour réaliser la phase 1 du Moréa, c'est environ 30 mois. Puis après ça, on a l'hôtel numéro 2 qui est entre 18 et 24 mois. Fait que c'est presque 4 ans et demi de réalisation. Puis on est propriétaire de tous nos bâtiments. Fait que juste par la suite, ça va être de continuer à faire rayonner nos projets qu'on va avoir construits, continuer à gérer nos bâtiments commerciaux, résidentiels, industriels, institutionnels, locatifs résidentiels, nos appartements ou les condos, tout dépendamment comment que les gens les appellent. Puis de continuer à faire rêver les familles avec le projet du Moréa qui va être un des projets intérieurs écro-touristiques. Fait que c'est de faire rêver les gens puis que les touristes qui viennent au Québec, qui viennent de partout à travers le monde, puissent aussi venir profiter du projet. Fait que ça va être de continuer à faire la gestion et l'administration de tous ces projets-là, puis de les garder en bonne santé, puis de continuer à les faire rayonner. Puis des bâtiments, ça vieillit, fait que ça demande un bon entretien pour qu'ils restent toujours solides, puis qu'ils continuent à rayonner. Puis là, tu fais-tu encore de la course automobile ou... Ben là, j'ai parti un grand projet, fait que j'ai pris des assurances vie, puis j'ai un moratoire de 24 mois que j'ai pas le droit de faire de course de voiture, de motoneige, de moto. Pas le droit de faire de parachute, pas le droit de faire de plongée sous-marine, pas le droit de faire de sport extrême. 24 mois, tu peux? Oui, parce que là, tu as passé le risque, probablement, ce que les actuaires ont calculé, là, peut-être de suicide ou peu importe. Mais c'est pas mon désir, là. Mais ça a sûrement déjà arrivé, fait qu'ils ont mis un barème de 24 mois, puis après ça, ben je peux recommencer à faire fait que la course sports. est encore dans la ligne de mire. Ouais, j'ai encore le droit d'être un pilote de soit de NASCAR au Canada ou aux États-Unis, la Formule Ford, puis même piloter un hélicoptère, j'ai pas le droit. Piloter un avion, j'ai pas le droit.
Parce que je faisais mes licences aussi de pilote d'hélicoptère, d'avion. Puis là, ben ça avec... Je peux embarquer avec des gens qui ont des licences d'avion, de voyage, tout ça, mais j'ai pas le droit, moi, de piloter. En parlant de pilotage, on s'éloigne un peu, mais vu que tu es un connaisseur de course, la F1, qui est évidemment différent de la NASCAR, là, je comprends ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est rendu plate, la F1. C'est vrai, ça? Ou... Il y a eu une pause que c'était plate, parce que Ecclestone, d'après moi, il y avait une vision de la F1, mais là, vu que c'est la compagnie américaine qui a acheté la F1. Mais ils sont très axés sur les films. On a vu des films sortir à la télé. On a plus d'animation. C'est moins comment je pourrais dire? T'sais, ils ont enlevé le côté non accessible pour le rendre plus accessible. Ils vont chercher la nouvelle génération. Ils sont plus forts sur... le marketing, la promotion, ils ont rentré sur les plateformes Instagram, Facebook. Fait que je dirais qu'ils ont ouvert ça à toute la société, puis ça a recommencé à lever. Puis je vois qu'avec les films qui ont sorti, les jeunes ont commencé exactement. Aussi, mais ils disent que moi je m'y connais pas tant que ça, mais parce que les gens qui se plaignaient, ils disaient que mettons ceux qui commencent, c'est eux autres qui finissent en première place. Il n'y a pas de dépassement. Plus maintenant, parce que là, les voitures, ils ont des moteurs avec l'énergie, avec des boosts. Fait que ça fait qu'il y a des dépassements dans les dernières années qu'on ne voyait pas avant, mais là, c'est intense. Même il y a des pilotes, je nommerai pas de nom encore, là, parce que je ne vais pas m'y mettre à dos, mais qui se sont plaints, qui n'aiment pas cette technologie-là, parce qu'ils appellent ça de la course de Mario Kart, mais ça l'emmène beaucoup, beaucoup de dépassements qu'on ne voyait pas dans les dernières années. Fait que ça a beaucoup changé. Je regardais aussi un reportage qui parlait de Ferrari, justement. Là, puis il avait travaillé sur l'aile en arrière. Exactement. Fait puis le salaire, c'était révolutionnaire. Oui, il y a du monde qui chialait. C'est fou, mais là, tout le monde a commencé à jouer avec ça. Puis une écurie qui avait beaucoup de misère, c'était notre pilote québécois. Puis là, ben, ils ont commencé à investir énormément d'argent. Puis là, les courses qui s'en viennent en août, fin août, début septembre, il arrive avec une voiture complètement changée. Puis là, tout le monde en parle, toutes les écuries. Quelle écurie, ça? Dans le fond, c'est Aston Martin avec Stroll. Il est québécois? Oui, il habite à Tremblant, Lance Stroll. Voyons, toi. Oui. Je ne savais pas tout. Ben oui. Fait que c'est notre seul Canadien qui est en Formule 1 en ce moment. Mais il est en fond de peloton, mais il avait vraiment une mauvaise voiture. Là, ils vont avoir un nouveau moteur quand ils vont recommencer en septembre. C'est pas son père qui est propriétaire de l'écurie? Oui, exactement. Okay. Ouais. Monsieur Stroll. Puis là, il a engagé plein d'élites pour faire partie de leur équipe. Puis c'est là que les changements vont arriver en septembre. Excellent, on va regarder ça de près. Ouais. D'après moi, ils vont jouer... Il était dernier de peloton, mais ils vont se rendre... Il était dernier? Ah ouais, ça allait pas bien. Là. Il y avait la voiture la moins performante du circuit. Puis là, d'après moi, ils vont être soit mi-peloton ou même dans les 10 premiers si toutes les modifications faites vont bien. Puis Red Bull, c'est qui? C'est quoi leur marque de voiture, eux autres? C'est Red Bull. Il n'y a pas comme... c'est pas un Ford ou c'est pas un... Non. Ben, ils ont des moteurs, même pas, je suis pas sûr, mais je pense que Red Bull, ils font leur propre moteur. Hein. OK. Parce qu'ils sont quand même forts, là. Ils sont comme 2-3e. Mais là, ils ont de la misère dans la dernière année, là, justement, avec tous les changements qu'ils ont eus, ils n'ont pas suivi. Ouais. Là, les dernières courses, ils ont bien terminé, mais pendant un bout, ils tiraient de la patte, là. Une grosse industrie, hein, la course comme ça, autant d'ascars. C'est des milliards et des milliards d'argent qui est dépensé à tous les années. C'est une grosse industrie qui dépense énormément des milliards de dollars. Moi, je suis juste, pour le NASCAR, je suis juste l'équipe à Michael Jordan. Ah ouais, c'est malade. C'est la seule, je connais pas rien d'autre en fait. C'est fou, puis ils sont lui, c'est un fan fini, là. Ah ouais, c'est malade. Ils sont nouveaux dans l'industrie de NASCAR. Ouais. Puis cette année, les premières courses, ils ont toutes gagné. Ouais, mais je pense pas qu'il y a de budget ou... Ils sont limités quand même, non? Par écurie ou... Ben, ils ont des budgets à respecter. Sans ça, ça n'aurait plus de fin. Puis,
C'est juste qu'engagé à cause de son nom, les gens veulent aller travailler avec lui parce que il y a une couverture médiatique incroyable. Ouais, carrément. Ouais. Ah, c'est fou. On est rendu à question corsée. Je connais pas les questions. Moi non Parce plus. qu'habituellement, on fait une dégustation de vin. Donc, Ok. En passant, félicitations. Tu as sorti un champagne? Oui, exactement. Le champagne Ray Jr. Puis on est disponible justement le 20 août. On a un gros événement au Alinix Restaurant à Saint-Sauveur. Puis on attend plus de 150 à 200 personnes. Puis je fais ça, dans le fond, les restaurants qui rentrent notre champagne, mais on va à une soirée qu'on pousse chacun de notre côté pour avoir le plus de monde possible. Wow. En même temps, ça fait connaître le restaurant à différentes personnes. Puis le champagne Ray Jr., il est disponible à la carte au restaurant. S'il y a de la place, je suis preneur pour un billet pour cette soirée-là. Ben ouais. Ça pourrait être super. On amènera la caméra puis on fera du contenu. Mais félicitations, ça vient de où l'idée du champagne? Ben, l'idée du champagne vient justement de la course automobile. Quand on fait un podium, ben, on pète les bouteilles de champagne. Puis j'ai toujours vu le champagne pour un côté positif. Ouais. On célèbre une course à une victoire avec du champagne. On termine à l'université, on a notre diplôme, on a du champagne. On fait un mariage, on célèbre avec du champagne. Ah oui. On réussit à avoir notre permis courtier immobilier, on célèbre avec le champagne. On fait une transaction en entreprise, on célèbre avec le champagne. Fait que j'ai toujours vu le champagne à un événement positif. Puis, il n'y a jamais eu de Québécois qui a fait du champagne. Fait que dans l'histoire du Québec, je suis le premier à mettre un champagne disponible, dans le fond, à la SAC. Puis, dans la restauration, dans les hôtels, disponible aux consommateurs. Puis, pour moi, c'est une fierté. C'est un brand qui est très huppé. Puis aussi pour l'accomplissement qui représente toutes mes valeurs de la famille, l'amitié, le mariage, le succès, la réalisation. Fait qu'on célèbre avec le champagne Ray Jr. maintenant. C'est quoi le nom puis où est-ce qu'on le trouve? Il est partout dans les restaurants. Les gens peuvent l'acheter en ligne. Puis à la SAC, les gens peuvent le commander. Puis on n'est pas encore en tablette parce que c'est quand même très compliqué avec la SAC parce qu'ils contrôlent vraiment tout. Quand on veut avoir du vignoble, le champagne, c'est la SAC directement qui le commande au vignoble. Le vignoble le met en boîte, il le met en palette. La SAC prend la commande, le met dans le transport en bateau, puis ça s'en va directement au centre de distribution de la SAC. Fait que c'est tout contrôlé par la SAC. C'est vraiment... c'est une des choses que j'ai trouvé qui a été vraiment dur et compliqué. Avoir un brand de champagne qui vient de Champagne, que tu as le droit légalement d'appeler ça du champagne parce qu'il faut que ça vienne d'un vignoble à Champagne. Oui, nous, c'est le vignoble Simon Deveau qui est à Rem à Champagne. Mais Champagne, c'est où ça? C'est en France. C'est en France? Oui, exactement. Toi, tu fais venir le produit de la France. C'est du champagne qui est produit à Champagne. C'est obligatoire. Sans ça, ça peut pas s'appeler du champagne. C'est pour ça que le vin mousseux qui est produit partout sur la planète, ça s'appelle du vin mousseux. Ah ben, puis le champagne vient vraiment de la région de Champagne en Europe. Puis il faut que ça soit produit par un vignoble à Champagne. Puis on est les premiers Québécois à avoir une marque de champagne ici au Québec, au Canada. Saviez-vous ça que le champagne, ça venait de Champagne en France? J'avais aucune idée. Tu viens d'apprendre quelque chose. Ouais. Ben, chapeau. Allez vous chercher le champagne, Harry. À SAC. Au restaurant Linux, au lounge. En ligne. Ça se trouve en ligne. Exactement. À la buvette, la Cité de Mirabel. Il y en a partout. Je te laisse choisir une question, Ray. On espère qu'elle n'est pas trop corsée. Ta mère est partie quand tu étais tout jeune. Comment ce départ impacte l'homme que tu es? Dans le fond, elle est partie, ma mère, quand j'étais à l'âge de 4 ans. Puis, je ne l'ai pas vraiment connue. Alors, ça ne m'a pas vraiment impacté parce que j'ai eu la chance que mon père me prit sous son aile puis il m'emmenait toujours au garage avec lui. Puis, ma mère, ça a été toutes les mères qui sont venues mettre de l'essence au garage ou de faire réparer leur voiture. Puis, ces mères-là m'ont partagé
la bonté, la gentillesse, le bonheur, donner du bon service à la clientèle, être proche de l'humain. Fait que j'ai eu plusieurs centaines de mères qui m'ont partagé leurs valeurs. Puis c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Fait que je remercie mon père de m'avoir emmené toujours au garage puis de m'avoir laissé être pompiste à l'âge de 4, 5, 6 ans. Puis que oui, je savais pas comment donner le service, mais à force de le faire, ben, j'ai appris à donner du service à la clientèle. J'ai appris à communiquer avec les gens. J'ai appris à prendre les bonnes valeurs des gens. Puis c'est ça qui m'a fait grandir puis être la personne que je suis aujourd'hui. Wow. Ben, chapeau à ton père Merci beaucoup d'avoir fait ça. On en lit un autre, tu me laisses-tu la lire? Ben oui. Quelle personne, j'ai comme une impression de savoir la réponse, mais quelle personne a eu un impact sur ton parcours et qui a fait sortir le meilleur de toi? Je te dirais que c'est mon père parce que au lieu de m'envoyer dans un service de garde ou justement me laisser de côté, ben, il m'a toujours emmené avec lui, que ça soit travailler au garage même quand j'avais 4-5 ans, aux courses automobiles, que ça soit quand il faisait du déneigement. J'étais toujours avec mon père, puis c'est ce qui m'a fait grandir rapidement. Puis toutes les connaissances que j'ai appris ultra rapidement, que ça soit la débrouillardise, la communication avec les gens, de pas être gêné, d'être une personne forte, d'être une personne qui était sociable, c'est ce qui m'a emmené à être ce que je suis aujourd'hui. Fait que je remercie mon père de pas m'avoir mis de côté. C'est pas Puis tu sauras me le dire, moi je suis pas père, mais c'est pas facile être père. Hein? Je pense pas que c'est. Ben, je te dirais que oui, c'est facile d'être père si tu as envie de l'être. Ouais. Mais d'être un bon père. Exact. Ben, j'ai eu un bon père. Puis moi, ce que j'ai fait avec mes enfants, mais c'est la même chose. Je leur ai pas acheté de matériel. Je leur ai jamais donné de jouets à Noël ni à leur fête. Mais ce que je leur ai donné, c'est du temps quand j'avais du temps libre. Quand je terminais de travailler, ben au lieu de m'en aller avec une gang de boys faire la fête ou aller au restaurant, oui, je travaillais beaucoup, j'arrivais tard, mais j'arrivais de travailler, puis je m'en allais à la maison, puis j'ai fait du sport avec eux, j'étais allé en voyage avec eux, j'ai marché dans le bois avec eux, j'ai fait des centaines de milliers d'activités, j'ai visité toutes sortes de choses, mais c'était donner du temps, mais pas donner d'argent, pas donner de matériel. Mais donner. C'est ça qu'ils vont se souvenir, ouais. Mais qu'ils soient plus vieux du temps. Il ne se souviendra pas du Tonka Truck que tu leur as acheté, non, mais ils vont se souvenir du temps qu'ils ont passé avec leur père. Puis, fait que chapeau encore une fois, Ray. Merci beaucoup. Ça me touche. Ça me touche ça me touche tout ça. Ça tire à la fin. Si tu avais un 30 secondes à dire, sans nécessairement être quétaine, mais tu sais, les gens qui nous écoutent, je pense que on n'est pas nécessairement juste dans le divertissement, le podcast, on est dans devenir une meilleure version. On laisse des pépites d'or aux gens qui nous écoutent. Si tu avais un 30 secondes à dire aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi, maintenant? Ben moi, je dirais que le plus important pour être bien, c'est d'être très sociable, de ne pas être gêné, parce que ça t'ouvre des portes. Ensuite, c'est d'être respectueux envers les autres, d'être honnête, une personne honnête. Tu sais, oui, des fois, les gens ils ont tendance à dire on va prendre des raccourcis, mais prenez pas de raccourcis. Prenez le chemin le plus difficile. Oui, c'est plus dur de faire de l'argent, mais vous allez avoir un respect absolu des gens qui sont autour de vous. Puis, je crois que c'est là que tu grandis le plus. Quand vous êtes en couple, mais soyez respectueux envers votre partenaire. Si ça va pas bien, mais dites-le. Puis si vous n'êtes pas fait pour aller ensemble, séparez-vous. Mais trompez pas votre partenaire parce que ça brise des cœurs. Des fois, c'est plus dur de dire que ça fonctionnera pas, puis de partir chacun de son côté, mais ça fait encore plus mal de se faire tromper. Fait que je dirais, c'est de l'honnêteté. Même chose en affaires, même chose avec votre clientèle. L'honnêteté vous fait grandir. La preuve, c'est quand j'étais dans l'entretien paysager, j'étais honnête avec ma clientèle, puis ça a été exponentiel. En couple, mais mes couples
ça a bien été parce que j'ai été franc. Puis, comme, tu sais, je suis marié, ça fait plusieurs années. Ma conjointe est franche avec moi. Moi, je suis franche avec elle. Elle aime avoir sa liberté, aller avec ses amis de filles, aller des soirées. Ben, ayez confiance, laissez la liberté que la personne a besoin. Moi, j'aime travailler, j'aime aller à des événements. J'y vais avec mes enfants. Des fois, ma conjointe, elle vient, mais je parle à plein de gens, mais c'est des conversations franches et honnêtes. Puis, je pense que c'est ça qui fait la force d'une personne. De ne pas être gêné, d'être clair, d'être franc, d'être honnête, d'être respectueux, puis de dire les vraies choses. Puis c'est ça que tu vas avoir du succès dans la vie. Autant en amour, en affaires, en famille, puis entre partenaires, tout est important. Wow. Mesdames et messieurs, Ray Junior, Courtemanche. Merci. Pour vous Merci qui nous beaucoup. écoutez, continuez de liker nos épisodes, continuez de sharer, commenter. Ça fait chaud au cœur de semaine après semaine vous donner du contenu de qualité. Soyez bons envers un et l'autre. Atteignez la meilleure version de vous-même. Vous êtes tous des humains exceptionnels, Henry. Je pense que tout le monde qui nous écoute, c'est tous des gens exceptionnels. Exact. Vous êtes tous capables de plus dans votre vie. Si vous n'êtes pas bien, vous avez le devoir de changer puis d'être heureux. Hein? Et puis, allez suivre Ray et ses projets sur Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. Incroyable. Merci encore de venir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Ray.